Bonjour, ultime preview de la vague 4, un peu tardive et bizarre pour le coup, du fait d'un gros cafouillage de FFG, mais au niveau mondial cette fois, rien à voir avec les bidouilleries agaçantes et parfois un tantinet inquiétantes tout de même d'Asmo Défense. Pour mémoire, la vague 4 était supposée sortir le 6 juin dernier, mais pour des raisons pas forcément très claires. Alors on a dit beaucoup de choses, on a parlé de soucis d'usine, mais aussi forcément comme à chaque fois du fameux container égaré dans les eaux internationales, et je ne me sens pas de faire le tri des rumeurs et des véritables informations. Bon, quoi qu'il en soit, la sortie mondiale a été repoussée, semble-t-il au 11 juillet en VO, mais je n'ai rien trouvé d'officiel sur le site américain de la FFG, alors méfiance. Pour la France, ça ne devrait pas trop tarder ensuite. Seulement, tout le monde n'était pas au courant de ce report, notamment au niveau des détaillants, dans certains pays du moins. Du coup, l'extension qui nous intéresse aujourd'hui, le Resistance Transport, en même temps que les autres inédits de la vague 4, soit le Yana-class Rail Bomber et le Naboo Royal N1 Starfighter, ainsi que les ressorties associées à cette vague, dont le nouvel ASF-01 B-Wing avec sa chouette figurine riche en parties mobiles. Tout ça est en fait déjà sorti en certains endroits du vaste monde. On sait notamment que ça a été le cas en Australie, où Irenic a du coup pu faire plusieurs vidéos d'unboxing, et je vous donne au cas où le lien sur celle portant sur le Resistance Transport. Mais en toute bonne foi, peut-on supposer, ces vidéos datent précisément du 6 juin. Un nouveau développement du cafouillage initial, et il semblerait que FFG et ou Asmodée ont ensuite donné pour consigne aux détaillants intéressés de ne pas ou plus proposer à la vente ces extensions, mais un peu tard, un nombre non négligeable d'entre elles ayant déjà circulé dans la nature. Ceci étant, les joueurs australiens, etc., qui ont pu faire l'acquisition de ces figurines ne peuvent de toute façon pas les jouer pour l'heure, puisque les points d'escadron ainsi que les emplacements d'amélioration pour ces nouveaux vaisseaux n'ont toujours pas été publiés. On peut supposer qu'ils le seront au plus tard au moment de la sortie véritable de la vague 4, le 11 juillet donc, si l'on peut se fier à cette date, mais il ne me paraît pas totalement exclu qu'il soit connu un peu plus tôt, car la seconde mise à jour générale des points d'escadron et des emplacements d'amélioration pour 2019 devrait en principe avoir lieu avant. FFG a en tout cas annoncé un live le 25 juin où les ajustements seront discutés. Cela ne signifie pas forcément que l'ajustement aura lieu précisément à cette date, mais ça devrait être dans ces eaux-là. Maintenant, est-ce qu'ils profiteront de cette occasion pour nous informer de ce qui concerne la vague 4 ? Rien ne permet vraiment de l'affirmer. Si je rédige cette preview aujourd'hui, c'est parce que FFG a publié tout récemment sur son site, le 17 juin, le traditionnel article de présentation du nouveau vaisseau intitulé, pas forcément de manière très bienvenue, Rebellion Reborn. Oui, c'était déjà une dizaine de jours après la date de sortie initialement prévue, et il semblerait même que le cafouillage se soit un temps prolongé jusque dans cet article, puisque, à en croire Krabok, le dit article mentionnait encore initialement la date de sortie du 6 juin, ce qui a été corrigé depuis, mais sans qu'une date certaine y apparaisse en guise de remplacement. Reméfiance donc. Edit. Et là, je viens de voir que Ludi Krabok a pu récupérer aujourd'hui ses extensions via Barnes Noble. Bon, à suivre. Bon, cet ultime article de preview paraît donc bien tardivement, après notamment l'unboxing de Air Unique. Autant dire qu'il ne nous a rien appris sur le contenu de l'extension. Ceci étant, Ludi Unboxing avait du coup révélé des cartes, et pour certaines d'entre elles non négligeables, c'est peu dire, qui étaient encore totalement inédites à cette date. Du coup, pour cette preview, je peux me baser pour l'essentiel sur 3 communications officielles de FFG qui sont, premièrement, le vieil article, 8 février, annonçant la vague dans sa globalité, Expand Your Operations, utile à ce stade essentiellement pour son spread. Deuxièmement, la partie live de démonstration sur Twitch, il y a 2 mois environ, qui avait présenté en jeu plusieurs des nouvelles cartes et des nouveaux vaisseaux de la vague 4. La partie opposait la République et la Résistance, sacré Time Warp again, mais en bonus nous avions aussi quelques informations sur le Yana-class Rail Bomber. Et enfin, troisièmement, cet ultime article preview qu'est Rebellion Reborn, 17 juin. Mais il faut y ajouter aussi une source non officielle, l'unboxing par Irenic, donc 6 juin, ne serait-ce que parce qu'il nous a permis de découvrir quelles améliorations antérieures à la vague 4 accompagneraient le Resistance Transport. Toutes ne figuraient pas sur le spread d'Expand Your Operations et aucune n'était mentionnée dans Rebellion Reborn. Ici, il faut noter plusieurs choses. Et tout d'abord que cette extension est relativement onéreuse dans les $30, ce qui a fait jaser surtout dans la mesure où il s'agit d'un petit socle. Et j'avoue d'ailleurs être un peu étonné de ce choix. Un socle moyen ne m'aurait pas paru déconnant, même si on nous rappelle que le Resistance Transport a été conçu sur la base d'un châssis de B-Wing ASF-01. Reste que le rôle du vaisseau est tout autre, et à l'heure où FFG ressort le TIE Silencer en plus petit pour être davantage à l'échelle, vous avez bien merdé là, je me demande sinon pas pour le coup viser bien un peu trop petit pour celui-ci.
Cependant, il y a quelques raisons qui peuvent éventuellement justifier ce prix. Tout d'abord, cette extension comprend en fait 2 vaisseaux et non un seul. Outre le Resistance Transport à proprement parler, il faut également prendre en compte la Resistance Transport Pod qui correspond au cockpit à la gauche du premier vaisseau, cockpit qui peut se dégager du reste pour constituer un appareil à part entière. Tout petit. Cependant, et j'avoue trouver ça un peu bizarre, sinon dommage, FFG ne reproduit pas ici ce qui avait été fait pour le Faucon Millennium de Lando chez les Rakai. L'extension, pour autant que l'on sache, et a priori on sait tout ce qu'il y a à en savoir à ce stade, ne propose aucune mécanique d'arrimage, désarrimage, et d'ailleurs, si elle offre bien 4 cartes de pilote pour chacun de ces 2 vaisseaux, et un cadran de manœuvre pour chacun, elle ne fournit, un peu mesquinement, même ça ne prête à rien à conséquence, elle ne fournit donc qu'un seul socle plastique avec les tiges adéquates. Concrètement, on joue soit le Resistance Transport, soit la Resistance Transport Pod, et jouer le Resistance Transport implique d'employer la figurine entière, incluant donc la pod, qui ne se désarrimera pas en cours de partie. L'autre raison justifiant ce prix est bien différente, mais doit sans doute être prise en compte, et c'est que cette extension comprend beaucoup de cartes, davantage que l'on pouvait le supposer, et souvent très alléchante. 8 cartes de pilote, 4 pour chaque vaisseau, 4 de quick build, je ne sais pas si on les utilise beaucoup de manière générale, et surtout 16 cartes d'amélioration dont 11 sont inédites, au sens où elles apparaissent avec la vague 4. Une de ces cartes, mais une seule, les Plasma Torpedoes, se trouve en effet également dans les extensions Yana Class Droid Bomber et Naboo Royal and One Starfighter. Ce qui inclut notamment 7 équipages spécifiques à la résistance, 5 officiers de soutien commandement et 2 droïdes dont un très chelou. Or, ils sont une très bonne raison de se procurer cette extension, a fortiori dans la mesure où la résistance, disposant déjà du cargo léger YT-1300 récupéré et de la forteresse stellaire MG-100, bénéficie de la sorte d'au moins 3 options pour embarquer ses équipages, probablement 4 car la Resistance Transport Pod disposera d'au moins un slot d'équipage. Ce qui est assez impressionnant pour le coup. Allez, plongeons les mains dans le cambouis. Comme d'hab, l'article Rebellion Reborn comprend une présentation de la figurine accompagnée pour le coup de 2 cadrans de manœuvre. Cette illustration ne permet bien sûr pas de juger de la qualité de la figurine, comme d'hab, mais ici l'unboxing de Aeronix se montre utile, et le résultat a l'air assez satisfaisant, même si la taille relativement petite du Resistance Transport me fait toujours un effet un peu bizarre. La Resistance Transport Pod s'en détache a priori très facilement et constitue donc un vaisseau vraiment tout rikiki. On est clairement sur le terrain du Vulture, du Belbelab ou de Laser Sprite, disons, bien davantage que des navettes Phantom rebelles, même si dans le design ces dernières lui ressemblent pas mal. Le côté droit de la pod qui s'emboîte dans le Resistance Transport n'a pas l'air très joli, outre que l'attache pour la tige en dessous est assez visible. Bon, je ne sais pas, il me faudra tenir la chose entre les mains pour que je me prononce à cet égard. Quoi qu'il en soit, nous avons donc 2 vaisseaux dans cette extension et je vais les examiner séparément, en commençant par le Resistance Transport, le vaisseau entier, quoi. L'article présente les 2 cadrans sans les attribuer explicitement. On peut se référer comme d'hab à Yet Another Squad Builder 2.0 pour en avoir une représentation plus lisible. Mais déjà, en regardant de loin, on comprend que les 2 cadrans sont passablement pourris avec beaucoup de rouge. On aura cependant l'occasion de voir que ça n'est pas aussi handicapant qu'on pourrait le craindre, car un certain nombre de pilotes et d'améliorations compensent les effets du stress ou en bénéficient éventuellement. Le dial du Resistance Transport comprend 17 manœuvres, 4 sont bleues, 5 sont blanches, et 8 sont rouges, ouch. Pour ce qui est des 4 manœuvres bleues, on fait dans le classique, tout droit 1 et 2, et virage sur l'aile 1. Les 5 manœuvres blanches sont plus ou moins dans la continuité, virage sur l'aile et virage serré à vitesse 2, ce qui est plutôt rassurant, et tout droit 3. Pour ce qui est des 8 manœuvres rouges, nous avons le stop, les virages serrés à vitesse 1, les virages sur l'aile à vitesse 3, le tout droit 4, et wouhou, les marches arrière à gauche et à droite à vitesse 1. Et c'est tellement cool les marches arrière. En revanche, pas de manœuvre de retournement, et ça c'est pas très cool, mais aussi, disons-le, pas vraiment surprenant. Bon, même avec les marches arrière, clairement c'est un cadran pourri, le Resistance Transport est un fer à repasser, mais on le sait, et on dispose donc à vue de nez de moyens de s'en accommoder, faudra voir. Notons cependant une chose, l'extension Resistance Transport, comme on le verra plus loin, comprend des astromechs. On peut donc supposer, en se montrant raisonnablement prudent, espérons que FFG ne commettra pas à nouveau l'erreur du chasseur Fang avec la post-combustion, on peut donc raisonnablement supposer qu'il pourra embarquer des astromechs. À moins que ce ne soit le cas que de la Resistance Transport Pod, mais je ne vois pas bien pourquoi ce serait le cas. Bon, peut-être. Mais dans ce cas, un astromech R4 notamment pourrait se montrer utile. Après tout, le Resistance Transport est un petit vaisseau. Hey!
Côté statistique, eh bien c'est pas glorieux non plus. Une attaque de 2 dans l'arc avant, ce qui est dans l'ordre des choses. Une agilité de 1, dans l'ordre des choses aussi, mais high quand même. 5 points de coque et 3 boucliers. Bon, c'est clairement pas top, mais en même temps, le vaisseau n'a de toute évidence rien d'un chasseur, et la résistance dispose de très bonnes options en la matière, avec le X-Wing T-70 et le A-Wing RZ-2. Il n'est pas destiné à briller par sa manœuvrabilité ou sa force de frappe, c'est un transport et tout désigné pour faire du soutien commandement à l'arrière. Ok donc, d'autant que certains pilotes peuvent légèrement compenser ces stats toutes nazes. La barre d'action va dans ce sens, elle offre 4 actions en tout, 2 blanches, 2 rouges, aucune action liée. Les 2 actions blanches sont concentration et acquisition de cible, ok. On ne s'attendait pas à faire du repositionnement de fou avec ce veau marin de l'espace. Notons d'ores et déjà que le Resistance Transport pourra emporter des droïdes qui lui conféreront en outre l'action de calcul, ce qui pourrait donner des trucs rigolos, et j'y reviendrai. Les 2 actions rouges sont typiques d'un vaisseau de soutien-commandement, coordination et brouillage. Un pilote au moins s'accommode très bien de ce que ces actions sont rouges. Et ben justement, le vaisseau étant dépourvu de capacité générique, de configuration, etc., nous pouvons passer au pilote. L'extension Resistance Transport fournit 4 cartes de pilote pour chacun des 2 vaisseaux. Dans le cas du Resistance Transport à proprement parler, nous avons un générique et 3 nommés dont les valeurs d'initiative vont de 1 à 4, avec un pilote à chaque degré. Bien sûr, tant que nous n'avons pas les coûts et les emplacements d'amélioration, tout ceci demeure un peu biaisé, mais voyons déjà ce que l'on peut discuter, toutes choses égales par ailleurs. Il n'y a pas grand chose de plus à dire à propos du générique Logistics Division Pilot à initiative 1. Le rôle de soutien du Resistance Transport rend cette option potentiellement intéressante, je suppose. En cela, il me fait un peu penser chez l'Empire à la Lambda ou au TIE Reaper, dont les pilotes génériques ont pu se montrer utiles. Pourquoi pas? Le premier pilote nommé est Nodine Chavdry, initiative 2, et c'est déjà un de ces gaziers qui font en sorte de s'accommoder du sérieux risque de stress emblématique de ce châssis. Sauf que pour le coup, il n'intervient quant à lui pas au niveau des manœuvres, mais à celui des actions. Après avoir coordonné une action rouge en principe, mais je suppose que le vaisseau pourrait embarquer un officier tactique pour la rendre blanche si jamais, ou bien, attention, après avoir été lui-même coordonné, s'il a 2 marqueurs de stress ou moins, Nodine Chavdry peut effectuer une action de sa barre en la considérant comme rouge, même s'il est stressé. C'est donc une sorte d'option d'action liée améliorée. C'est intéressant, maintenant cette mécanique n'évacue pas le stress, ce qui à terme peut s'avérer problématique. Le cadran du Resistance Transport n'en fait pas le champion du bleu, mais on verra que l'équipage Corsella peut y remédier. Pilote nommée suivante à initiative 3, Pamich Nerogood. Au fond, la dite a une capacité dans la continuité de celle de Nodine Chavdry destinée à gérer le stress, mais la sienne porte sur les manœuvres. Si elle a 2 marqueurs de stress ou moins, elle peut exécuter des manœuvres rouges même en étant stressée. Ce qui est bien, même si à nouveau cette mécanique n'aide en rien à évacuer le stress, ce qui peut être problématique à terme, mais là encore, Corsella, etc. Je ne sais pas vraiment quelle capacité est la plus intéressante de celle-ci ou de celle de Nodine Chavdry. Il y a des arguments des 2 côtés, mais la possibilité pour ce dernier de déclencher ses capacités quand il est lui-même coordonné, entre autres, me paraît à noter en sa faveur. Dernière pilote nommée à initiative 4, Covanel. Il s'agit cette fois non pas de s'accommoder du rouge, mais d'en profiter. Quand Covanel défend ou effectue une attaque d'arme principale, c'est à noter, l'extension comprend des torpilles et un canon, ça ne marchera pas pour ces cartes. Si la manœuvre révélée sur son cadran est rouge, ce qui est donc très facile et relativement probable un tour sur 2, alors elle jette un dé supplémentaire. Ce qui est très bien. Les statistiques médiocres du Resistance Transport deviennent subitement plus intéressantes. Notez, c'est là encore une mécanique impliquant de conserver le cadran de manœuvre du vaisseau durant tout le tour et bien attribué. L'extension Naboo Royal and One Starfighter en comprenait d'autres exemples, mais le Naboo ne sera donc ici pas forcément une exception. Notez encore que ce qui compte ici est la manœuvre révélée sur le cadran, pas le fait d'avoir acquis un marqueur de stress. L'article Rebellion Reborn du coup développe une combo rigolote avec l'équipage Leia Organa, et la générale est probablement la star de cette extension, bon j'y reviendrai plus en détail forcément. Si Covanel révèle une manœuvre rouge, Leia peut dépenser un marqueur de force, oui, pour rendre cette manœuvre effectivement blanche. Cependant, la manœuvre révélée demeure rouge, et la pilote bénéficie de sa capacité spéciale, sans avoir à en payer le prix en se stressant. Amusant. On le voit, les options pour s'accommoder du rouge ou même en bénéficier ne manquent pas, et d'autres équipages de cette extension sont en fait à prendre en compte à cet égard, mais j'y reviendrai en temps utile. Le cadran et la barre d'action du Resistance Transport ne doivent donc pas effrayer outre mesure, le vaisseau a davantage de ressources qu'on ne le croirait à s'y arrêter un peu trop prématurément. Mais
Il y a donc un deuxième tout petit vaisseau dans l'extension Resistance Transport et c'est la Resistance Transport Pod. Un machin qui a joué un certain rôle dans les derniers Jedi avec à bord Finn et Rose Tycho, qu'on ne s'étonnera donc pas de retrouver parmi les pilotes, mais il y en a deux autres plus surprenants. Bon, les pilotes, on verra ça plus tard. Commençons par le cadran de manœuvre, qui est sans surprise pourri. Si le Resistance Transport est un fer à repasser, la Resistance Transport Pod est un petit fer à repasser, encore qu'avec des options surprenantes. Le cadran de manœuvre de la pod comprend 15 manœuvres différentes, 4 sont bleues, 5 sont blanches et 6 sont rouges. Pour les manœuvres bleues, ce sont les mêmes que pour le Resistance Transport, tout droit 1 et 2, virage sur l'aile 1. Côté manœuvre blanche, c'est la même chose, tout droit 3, virage sur l'aile 2, virage serré 2. C'est au niveau des manœuvres rouges que la Resistance Transport Pod se distingue du Resistance Transport. Tout droit 4, virage sur l'aile 3, virage serré 1, jusque-là c'est la même chose. En revanche, la pod perd le stop et les marches arrière, mais elle gagne un cueil au grand 3, soit une manœuvre de retournement, ce qui fait défaut au Resistance Transport. Bon, ça reste une brique, juste une petite brique. Et côté stats, c'est pas glorieux non plus. Et cette fois, aucune des capacités de pilote ne permet d'y pallier. A donc une attaque primaire à 2 dés rouges dans l'arc avant, 2 en agilité, 3 points de coque et un bouclier. Soit par rapport au Resistance Transport entier, même attaque, une meilleure défense avec un dé vert de plus, 2 points de coque en moins, 2 boucliers en moins. C'est assez calamiteux, oui, et faut espérer que les coups en points d'escadron en tiendront compte. D'autant plus que la barre d'action c'est encore pire. Elle comprend 4 actions, dont 3 sont rouges. Ah oui, quand même. Donc, nous avons une gentille concentration blanche, puis une acquisition de cible, un tonneau et un brouillage rouge. Par rapport au Resistance Transport, l'acquisition de cible devient plus difficile et la coordination rouge disparaît, mais elle est remplacée par un tonneau rouge également. Ce qui ne suffira probablement pas à faire de la pod un as de l'espace, même si, ça tombe bien, ce talent figure justement dans l'extension, qui permettra bel et bien de blanchir les tonneaux de la pod. Ouais. Bon, clairement, on ne va pas jouer ce vaisseau ni pour sa manœuvrabilité, ni pour ses stats, ni pour son économie d'action. C'est un peu le pire à chaque fois. Cela signifie-t-il qu'on ne le jouera pas tout court ? Eh bien, pas forcément. Outre les coûts à prendre en compte le moment venu, et les emplacements d'amélioration qui pourraient s'avérer rentables, notamment les équipages, il y a les capacités des pilotes. Encore que j'y mettrai assez souvent des bémols, je le crains. Bon, ça se discute. Rapidement, nous avons une barre d'action alternative pour le Resistance Transport Pod car un de ces 4 pilotes est un droïde, et on remplace donc la concentration blanche par un calcul blanc. Ce qui, toute chose égale par ailleurs, est pire, sauf qu'il y a des trucs à en tirer comme on le verra. Et qui donc est ce pilote droïde ? Suspense, tension, angoisse. Gardons-le pour plus tard. Suspense, tension, tu parles. Mais bon, déjà, nous avons donc 4 pilotes pour la Resistance Transport Pod, tous dénommés, un à initiative 1, un autre à initiative 2, et les 2 derniers à initiative 3, ce qui est forcément pas glorieux. On ne s'attendait pas à avoir de l'initiative 6 sur cette limace lilliputienne de l'espace, La première de ces pilotes est peut-être bien ma préférée, en dépit de son initiative minimale de 1. Déjà parce qu'il s'agit de nul autre que Vi Moradi. J'avais eu l'occasion d'en parler sur cette chaîne dans ma première vidéo univers autour de Phasma. En effet, ce personnage a été créé pour le roman Phasma de Delilah Estawson et il m'avait plutôt plu. Je la voyais bien constituer un atout pour la résistance, voire pour les scums, car c'est aussi une contrebandière. Cela dit, je ne m'attendais pas à la voir en pilote, plutôt en équipage. Mais le choix de l'associer à la Resistance Transport Pod se défend, surtout en fait dans la mesure où cela joue sur le fait que, dans le roman et pour la Résistance, elle est avant tout une espionne et du genre doué. La capacité spéciale de Vi Moradi est associée à une carte d'état. En effet, lors de la phase de préparation, on doit alors attribuer la carte Compromising Intel à un vaisseau ennemi. Et cette carte a plusieurs effets. D'abord et surtout, durant la phase de système, si Vi Moradi est à portée 0 à 3 du vaisseau qui s'est vu attribuer Compromising Intel, alors ce dernier doit révéler et garder révélé son cadran de manœuvre, ce qui est toujours bien pour le repositionnement. En outre, quand le vaisseau affligé de la carte d'état attaque Vi Moradi ou se défend contre elle, il ne peut pas utiliser de marqueur de concentration, ce qui est un petit plus sympathique et qui pourrait permettre à notre espionne de survivre un peu plus longtemps. Ce n'est certes pas la première fois que X-Wing V2 met en place ce genre de mécanique d'espionnage. Il y avait déjà l'informateur avec son dispositif d'écoute, le pouvoir de la force Sens, et même dans le cadre de la nouvelle trilogie, le parfaitement injouable Supreme Leader Snoke.
Et tout ceci s'est avéré plus ou moins efficace, je suppose plutôt moins que plus. Mais la mécanique propre à Vimoradi me paraît assez intéressante, davantage probablement. En fait, cela dépendra largement de son coût. Si elle est suffisamment peu onéreuse, elle pourrait être un atout vraiment remarquable. Sinon, eh bien... Ceci étant, là encore, l'article Rebellion Reborn illustre une synergie sympathique, plus qu'une combo à proprement parler. Vimoradi va bien avec l'équipage Kaidel Konix. L'information parfaite sur la manœuvre adverse s'associe à une option de bidouillage de la manœuvre qui permet de faire de l'arc dodging. Bon, à voir si ça sera vraiment pertinent. Je crois que Kaidel Konix se montrera bien plus intéressante dans d'autres configurations, mais j'y reviendrai en examinant les différents équipages de l'extension, dont je tends à croire qu'ils constituent peut-être son principal atout. Deuxième pilote nommé de la Resistance Transport Pod, Finn, forcément, à l'initiative 2, et qui est forcément un big deal. Finn, pilote de pod, rappelle pas mal l'artilleur Finn que nous connaissions déjà, tout en s'en distinguant un peu. En effet, tant qu'il défend ou effectue une attaque, il peut ajouter un résultat vierge, ou bien il peut s'infliger un marqueur de contrainte pour ajouter toujours un résultat concentration à la place. Du coup, Finn pilote, un peu comme Finn artilleur, c'est une carte qui appelle à la combo. Sauf que cette fois, il ne peut pas seconder Ray de la sorte, une association bien connue. Il y a probablement quelque chose à en faire, et ajouter un résultat concentration en échange d'un marqueur de contrainte, ça n'est pas cher payé. Je n'ai pas spécialement d'idée en tête là maintenant, faut dire, je crois que je n'ai absolument jamais joué à la résistance. Mais ouais, ça doit se trouver, n'hésitez pas à éclairer ma lanterne. Tant que ces informations manquent, je peux difficilement juger de la pertinence de Finn en tant que pilote de Resistance Transport Pod. Next, la copine de Finn qui emprunte avec lui une pod à destination de Canto Bight dans les derniers Jedi, forcément, a donc Rose Tycho, qui est quant à elle à initiative 3. J'avoue ne pas bien savoir pourquoi l'ingénieur a une initiative légèrement supérieure à celle de son soldat de camarade. J'ai vu les derniers Jedi il y a un peu trop longtemps pour me rappeler d'un élément l'expliquant. On va dire que le film ne m'avait pas laissé de souvenirs impérissables. Bon, honnêtement, ça n'est d'absolument aucune importance. Donc Rose Tycho pilote est pour le coup très différente de l'équipage Rose Tycho que nous connaissions déjà. Quand elle se défend ou effectue une attaque, elle peut relancer un dé pour chaque vaisseau allié dans son arc de tir. Je suis pas très emballé là. Vu la manœuvrabilité compliquée de la Resistance Transport Pod et le fait qu'elle n'a que 2 dés rouges, j'ai du mal à la imaginer pouvoir bénéficier de ces relances très souvent. Le vol en formation le favoriserait, mais elle ne peut clairement pas voler ainsi aux côtés de X-Wing T-70 ou A-Wing RZ-2 autrement mobile et agile. L'article Rebellion Reborn avance qu'elle pourrait bien fonctionner avec GA97, mais ça me paraît une association très fortuite et sans véritable intérêt. Il y a peut-être probablement un truc qui m'échappe ici, mais en l'état, je ne trouve pas ça terrible. Reste un dernier pilote de Resistance Transport Pod, le droïde. Oui, c'est BB-8 qui est full of surprise. Lui aussi a une initiative de 3 et donc même chose qu'à l'instant, même si ça n'est toujours d'aucune importance. L'astromech de forme boulesque a une capacité qui rappelle celle de sa version, astromech. En effet, durant la phase de système, il peut effectuer une action rouge de tonneau ou d'accélération. Ici, il faut noter 2 choses. D'une part, la Resistance Transport Pod ne dispose normalement pas de l'action d'accélération. D'autre part, ceci a lieu lors de la phase de système. Du coup, cet effet peut être suivi d'une manœuvre bleue qui purgerait BB-8 du stress acquis juste avant en accomplissant cette action rouge. Dans l'absolu, c'est pas mal du tout. Maintenant, la pod est-elle le vaisseau le plus à même d'en bénéficier ? Ça, c'est vraiment pas garanti. Au passage, BB-8 étant obviously un droïde, il remplace la concentration par le calcul sur sa barre d'action. Cela peut avoir son importance favorable, comme on le verra un peu plus loin. Mais globalement, je ne suis pas très emballé là. Les coûts et les emplacements d'amélioration seront vraiment déterminants pour décider de la jouabilité ou non de la Resistance Transport Pod, et à vue de nez, c'est probablement Vimoradi qui me parle le plus. Une opinion plus ou moins assurée, hein. De toute façon, je suis porté à croire que les véritables atouts de l'extension Resistance Transport résident dans les nombreuses améliorations qu'elle inclut. Parmi lesquelles 7 améliorations inédites spécifiques à la résistance, qui sont 7 équipages, tout de même. Mais dans une faction aussi pourvue en slot d'équipage, c'est intéressant tout ça. Ces équipages se répartissent en 2 groupes, d'abord 5 officiers de soutien commandement, ensuite 2 droïdes qui font des trucs de droïdes, mais chelous pour le coup. Commençons par les officiers, et d'abord avec Améline Holdo, Laura Dern dans les derniers Jedi, et j'ai mis beaucoup trop de temps à la reconnaître. L'effet a lieu au début de la phase d'engagement et implique le vaisseau embarquant la vice-amirale et un autre à portée 1 à 2.
Le premier de ces vaisseaux peut transférer au second un de ses marqueurs à la condition que celui-ci n'en ait pas déjà un de ce type. Ensuite, on peut procéder à un autre échange dans les mêmes conditions en sens inverse. L'article Rebellion Reborn en fournit un exemple simple. Amélie Noldo est à bord d'un Resistance Transport doté d'un marqueur de concentration. Un A-Wing RZ-2 est apporté à un A-2 du transport et le dit A-Wing est menacé par un chasseur TFO qui l'a verrouillé et qu'il a dans son arc avant. Toutefois, le transport est en dehors de son arc. La vice-amiral transfère son marqueur de concentration au A-Wing, qui ne dispose d'aucun marqueur de ce type. Et comme son transport n'est pas verrouillé, elle récupère en échange l'acquisition de cibles réalisée par le vaisseau du premier ordre. Du coup, le A-Wing se défendra bien mieux à deux titres. Il pourra déplacer le marqueur vert pour assurer des évasions, et le TIE ne sera pas en mesure de cramer son lock pour fumer le chasseur à distance. C'en est un bon usage et relativement crédible. Tous les exemples figurant dans les articles de FFG ne sont pas dans ce cas. Mais ça n'est qu'un exemple, on peut imaginer transférer bien des marqueurs différents, positifs comme négatifs, y compris pour faire des trucs très bizarres. Marqueur de rayon tracteur ? Et c'est vraiment pas mal du tout comme faculté. Ça peut rappeler la capacité de Plo Koon chez la République, mais en beaucoup mieux. Au passage, les vaisseaux de cette extension ayant tendance à accumuler du stress, Amélie Noldo pourrait fournir une option de gestion pas dégueu. Mais la vice-amiral pourrait très bien être embarquée utilement sur un autre vaisseau résistant, et Resistance Transport propose d'autres options peut-être plus appropriées à cette tâche. Kyle Konix a été rapidement envisagé plus haut, mais revenons-y plus en détail, je crois qu'elle le vaut bien. Pourtant, c'est une de ces cartes offrant de modifier la manœuvre que vous avez choisie sur votre cadran, et de manière générale, je ne suis pas hyper emballé par ses capacités. Je tends toutefois à considérer que Kyle Konix est au-dessus du lot dans ce domaine. Donc, après avoir révélé sa manœuvre, on peut la modifier pour qu'elle devienne une manœuvre basique, attention, de la vitesse immédiatement supérieure, en augmentant la difficulté de cette nouvelle manœuvre. Elle ne devient donc pas automatiquement rouge, comme c'est souvent le cas avec ce type de carte, j'ai l'impression. Il faut noter une chose, la manœuvre d'arrivée doit être basique, mais celle de départ peut ne pas l'être. On conçoit très bien un retournement un peu trop hâtif ou un stop trop timoré que Kyle Konix pourrait changer en tout droit par exemple à une vitesse supérieure, et ça pourrait changer pas mal de choses. Bien sûr, ce genre de capacité joue sur l'information. On ne s'étonnera donc pas que l'exemple fourni dans Rebellion Reborn implique Vimoradi dans la même extension. Je l'avais mentionné plus haut, mais arrêtons-nous-y un peu. Ici, Vimoradi a placé la carte d'état Compromising Intel sur un chasseur TFO. Celui-ci étant rapporté en A3 de la Resistance Transport Pod, il a dû révéler son cadran, révélant que la manœuvre choisie par la résistante, un tout droit à vitesse 2, la placerait dans l'arc de tir du vaisseau du premier ordre à portée 1, ce qui ne serait pas très cool. Mais hop, Kyle Konix est là et Vimoradi peut donc opter à la place pour un tout droit blanc à vitesse 3 qui l'a fait pile poil sortir de l'arc du TIE. La vie est bien faite. Je ne suis pas persuadé que cet exemple exprime au mieux l'intérêt de Vimoradi. Son espionnage, ai-je tendance à croire, devrait autant que possible profiter à d'autres vaisseaux. Mais Kyle Konix s'y montre assurément utile et l'hypothèse demeure assez raisonnable. À creuser. Vient ensuite Corcella. À la différence de la plupart des autres équipages résistants de cette extension, qu'on envisage très bien sur d'autres vaisseaux, celle-ci paraît tout de même plutôt calibrée pour le Resistance Transport ou la Resistance Transport Pod, même si on peut toujours envisager d'autres hypothèses. En fait, elle stipule que le vaisseau l'embarquant, quand il fait une manœuvre bleue, évacue tous ses marqueurs de stress et non un seul. On l'imagine assez bien accompagnant de Din Chavdri ou Pamich Nerogood, notamment, qui accumulent du stress mais doivent s'en purger à terme. J'ai assez souffert du stress accumulé dans bien des parties pour bénir une amélioration de ce type. Maintenant, en dehors du Resistance Transport surtout, je suppose qu'elle serait assez probablement trop situationnelle, à moins qu'une combo ne soit à l'ordre du jour, que je ne vois pas là présentement. Le coup sera sans doute déterminant. Passons ensuite à l'armada Dassi, qui pour le coup pourrait bien s'associer aussi bien au pilote de Resistance Transport cité à l'instant qu'à Corcella elle-même, et aussi à une autre carte qu'on verra plus tard. Ah donc, l'armada Dassi fait que si on a 2 marqueurs de stress ou moins, le même vocabulaire que pour Nodin Chavdri et Pamich Nerogood, on peut effectuer les actions de renforcement, coordination et brouillage même en étant stressé. Maintenant, quand on effectue une de ces actions, si elle est normalement blanche, alors il faut l'envisager comme rouge. Oui, c'est très intéressant, notamment pour les 2 pilotes recités. Mais, me direz-vous, que vient faire le renforcement là-dedans ? Ces vaisseaux en sont dépourvus, et de même les autres vaisseaux résistants qui pourraient embarquer l'armada Dassi. Tout à fait, mais c'est qu'il faut prendre en compte une autre amélioration de cette extension, la modification Angle Deflectors. J'y reviendrai le moment venu. D'ici là, il nous faut envisager un dernier officier de la résistance, c'est pas le moindre, la générale Leia Organa en personne. Wouhou! En fait, cette carte est saturée de wouhou. Démonstration. Bon, c'est la générale Leia Organa, égale wouhou. Elle confère un marqueur de force, égale wouhou.
Elle confère aussi une action de coordination violette. Wouhou. Elle produit un effet à la Leia rebelle qui est trop pété vu son coup ridicule et du coup ça devrait pas durer. Et en même temps, mais faut pas lui dire, à la Palpatine. Wouhou, double wouhou. Elle combotte avec plein de trucs dans cette extension ou ailleurs. Wouhou. Ah donc, après qu'un vaisseau allié a révélé son cadran de manœuvre sans condition de portée, Leia peut dépenser un marqueur de force. On est clairement en territoire palpatinesque, mais chut. Dès lors, le vaisseau choisi réduit la difficulté de sa manœuvre. C'est balèze, hyper top balèze, bien digne d'une Skywalker Organa solo. Les applications sont nombreuses. L'article Rebellion Reborn, qui pour le coup porte bien son nom cette fois, en fournit deux, mais on peut en concevoir bien d'autres. Bon, inutile de revenir en détail sur le premier qui a déjà été envisagé plus haut, l'association entre Leia Organa et Covanel. Le second exemple me paraît plus intéressant. Ici, nous avons Leia Organa à bord d'un Resistance Transport et Poe Dameron dans son X-Wing T-70 qui fumerait bien un chasseur TIFO là, comme ça, pour le principe. Poe a révélé sa manœuvre, soit un tonneau de talon à vitesse 3, forcément rouge. Leia dépense sa charge de force, la manœuvre de Poe doit donc être considérée comme blanche. Du coup, Poe n'est pas stressé, ce qui lui permet de faire une accélération et d'utiliser sa capacité spéciale pour obtenir un marqueur de concentration. Bref, petit IFO partira bientôt. Tout cela est donc très wouhou. On peut supposer que le coût sera moins wouhou. La Leia Organa rebelle devrait, sauf surprise, devenir plus chère au prochain ajustement des points d'escadron. Et la Leia Organa résistante me paraît encore plus cool, elle devrait donc coûter plus cher que son avatar plus jeune. Maintenant, parallèlement au coût en points d'escadron, il faut prendre en compte une chose, comme Palpounet, mais chut, ou le tout naze et pas seulement nazi, Supreme Leader Snoke, la générale, et c'est bien naturel, nécessite l'emploi de 2 emplacements d'équipage. L'exemple donné dans l'article confirme que le Resistance Transport au moins bénéficiera de ces 2 slots. Je n'ose pas me prononcer pour ce qui est de la Resistance Transport Pod, mais si la forteresse stellaire MG100 ne dispose que d'un seul de ces emplacements, le cargo léger YT-1300 récupéré, lui, en a bien 2, et nous avons donc d'emblée au moins 2 vaisseaux très différents susceptibles d'embarquer Leia. Tout cela est très très cool. Voilà pour les officiers, mais reste encore à envisager 2 droïdes qui font des trucs chelous. Enfin, surtout le premier d'entre eux, répondant au doux nom de GA97, et qui introduit dans X-Wing une notion de réserve courante dans d'autres jeux. J'entends par là une mécanique retardant l'arrivée sur le champ de bataille sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir le désarrimage. La notion de réserve était autrement déjà employée par exemple pour des vaisseaux susceptibles d'être déployés, mais depuis un vaisseau en jeu. Attention, cela passe par l'association de la carte d'équipage GA97 à proprement parler, et d'une carte d'état titrée It's the Resistance, et la mécanique est un peu tordue de prime abord, même s'il est au fond bien pensé dans le vocabulaire du jeu. Ah donc, GA97 est un équipage droïde qui fournit une action de calcul au vaisseau qui l'embarque, on verra bientôt que ça n'est pas sans conséquence, et qui dispose de 5 charges récurrentes. Cela dit, ces charges sont utilisées d'une manière très particulière, bien différente de ce à quoi nous avons été habitués depuis le début de la V2 et qui renvoie souvent à une forme d'attrition, les munitions qui s'épuisent, ou parfois, comme avec la Leia Organa rebelle, à une idée d'espacement des emplois multiples de la capacité fournie par la carte. Rien de la sorte ici, GA97 ne produira son effet qu'une seule fois dans toute la partie, et ses charges lui servent en fait de minuteurs, disons. Lors de la phase de mise en place, on peut dépenser entre 3 et 5 charges. Dans ce cas, on choisit un autre vaisseau allié, et on lui attribue la carte d'état It's the Resistance. Celle-ci commence par préciser que lors de la phase de préparation, le vaisseau qui s'est vu attribuer cette carte est placé en réserve. Elle fixe ensuite les règles du déploiement futur de ce vaisseau, à portée 1 de n'importe quel bord de table et au-delà de la portée 3 de tout vaisseau ennemi. Mais quand donc ce vaisseau se déploie-t-il ? Eh bien, cela dépend des charges de GA97 dépensées lors de la mise en place. En effet, ces charges sont récurrentes. Comme telles, elles reviennent à raison d'une par une à chaque phase de dénouement. Dès lors, quand toutes les charges de GA97 sont actives, c'est-à-dire quand le vaisseau a de nouveau atteint sa capacité maximale de 5 charges, alors le vaisseau qui s'est vu attribuer la carte d'état It's the Resistance doit se déployer dans les conditions vues à l'instant. Rappelons que GA97 implique de dépenser 3 charges au minimum et 5 au maximum lors de la mise en place. Dès lors, si on a dépensé 3 charges, le vaisseau en réserve débarque lors de la phase de dénouement du tour 3, ce qui lui permettra d'agir normalement dès le tour 4. Si on a dépensé 4 charges, c'est au tour 4 que cela se produit, et si on a dépensé 5 charges, c'est au tour 5. Maintenant, on l'a vu, le vaisseau embarquant GA97, lui, n'est pas en réserve, il est forcément sur le tapis de jeu. Dès lors, il n'est pas exclu qu'il se fasse détruire avant d'avoir récupéré toutes ses charges. Rassurez-vous, dans ce cas, cela ne signifie pas que votre Poe Dameron, par exemple, en réserve, ne débarquera jamais. Il doit se déployer quand le vaisseau emportant GA97 est détruit, seulement dans ce cas, il subit un marqueur de désarmement.
Quelle que soit la manière dont le vaisseau s'est déployé, la carte d'état et de Resistance est ensuite défaussée. Bon, c'est un peu tordu à la lecture, mais au fond c'est assez simple. Maintenant, est-ce pertinent, est-ce efficace? Eh bien, je ne sais pas trop. Je n'en suis pas persuadé, pour être honnête, tout en admettant volontiers que le doute est légitime et que cela pourrait s'avérer très chouette. Mon souci, c'est surtout que cette mécanique est très rigoureuse et probablement un peu trop. Elle implique de planifier bien à l'avance, au point en fait où la planification n'a pas vraiment de sens. Permettre à un vaisseau de débarquer hop quand il veut aurait probablement été absurde. Maintenant qu'il ne puisse se déplacer au plus tôt qu'à la toute fin du tour 3, je ne suis pas sûr. Un cran de moins m'aurait paru plus raisonnable, quitte à conserver ensuite la limite maximale du tour 5. En même temps, voilà, il faut arriver jusqu'à ce tour, parce qu'une partie du X-Wing est déjà normalement bien avancée quand on en arrive à la fin du tour 3. Honnêtement, je ne sais pas. Il faudra tester. Je suppose au moins qu'on peut reconnaître à FFG qu'avec cette nouvelle mécanique, il développe une option rigolote de plus, dans la continuité de ce qui a été fait et qui me botte sacrément, surtout avec les séparatistes depuis la vague précédente. Un peu moins avec la République, mais le Naboo pourrait bien changer la donne. Ouais, faudra tester. Le dernier droïde de cette extension est plus conventionnel. Il a pour nom PZ4CO et fournit lui aussi l'action de calcul. J'y arrive, j'y arrive. Son effet autrement se produit à la fin de la phase d'activation. On peut alors choisir un vaisseau allié à portée 1 à 2. Dans ce cas, on lui transfère un marqueur de calcul. Cependant, si la manœuvre révélée, on y revient une fois de plus, du vaisseau en portant PZ4CO est bleu, alors c'est un marqueur de concentration que l'on peut transférer de la sorte. Faire circuler les marqueurs, c'est toujours bien. Maintenant, un calcul chez la résistance. Mais oui, le calcul chez la résistance. Et ça n'est pas un hasard si dans l'extension Resistance Transport, on a un pilote droïde avec BB-8, bénéficiant donc d'emblée de l'action calcul, et deux équipages droïdes, GA-97 et donc PZ-4CO, qui fournissent aux vaisseaux qui les embarquent la même action. C'est que nous commençons enfin à entrevoir le plein potentiel d'un autre droïde résistant dont la carte figurait déjà dans le kit de conversion de la résistance, mais qui ne produisait qu'une portion de son effet jusqu'alors, ni plus ni moins que C3PO, la légende, avec un bras rouge qui fait qu'on ne le reconnaît pas. Pour mémoire, celui-ci conférait déjà l'action de calcul, mais aussi une action de coordination rouge. Et il permettait ensuite de gagner un marqueur de calcul supplémentaire si on faisait l'une ou l'autre de ces actions. Ça, pour le coup, ok, on pouvait déjà le faire. Mais la carte stipulait autre chose. Pour coordonner, C3PO pouvait choisir des vaisseaux alliés au-delà de la portée 2 à condition qu'ils disposent de l'action de calcul. Or, aucun vaisseau de la résistance n'était dans ce cas jusqu'alors, sauf erreur. On avait donc une moitié de carte qui ne servait à rien. Subitement, en additionnant toutes les options offertes par l'extension Resistance Transport, on peut concevoir que jusqu'à 3 vaisseaux de la résistance peuvent désormais bénéficier de la super coordination de C3PO. Et ça pourrait bien changer la donne. Aucune certitude, mais ça me paraît tout de même très intéressant et à tenter. Je suis assez ravi en fait, là aussi parce que cela renvoie à quelque chose que j'avais noté dans un article univers, autour de Poe Dameron cette fois, la BD Marvel mettant en scène le réseau de droïdes espions de C3PO, en même temps que l'origine de son bras rouge. Et la carte d'équipage du C3PO résistant devient de suite beaucoup plus intéressante, en même temps que plus fluff, ce qui est toujours chouette. Merci FFG. Allez, maintenant il faut rendre le Dark Maul des racailles et scélérats intéressant, hein? Pas de soucis? Tranquille? Ah, j'y crois pas trop là. En tout cas, le bilan des équipages de l'extension Resistance Transport me paraît ultra super positif. Je tends de plus en plus à croire que c'est le principal atout de cette nouvelle sortie, avant les nouveaux vaisseaux qu'elle contient. Cela dit, l'extension contient encore quelques surprises du plus grand intérêt, 3 nouvelles améliorations génériques cette fois. Sauf que là, FFG a peut-être un peu merdé. En effet, si ces 3 améliorations sont génériques, et bien 2 d'entre elles ne figurent pour l'heure que dans l'extension Resistance Transport, alors qu'elles pourraient intéresser bien d'autres vaisseaux, bien d'autres factions. Même si les autres sorties inédites de la vague 4 ne sont pas les plus immédiatement concernées par ces améliorations, c'est un fait, ce choix éditorial me paraît tout de même un peu regrettable. Commençons rapidement par celle de ces améliorations qui, pour le coup, figurent également dans les extensions Iana-class Droid Bomber et Naboo Royal N1 Starfighter, et j'en avais donc déjà parlé, il s'agit des Plasma Torpedoes. Attention, l'article Rebellion Reborn ne mentionne pas qu'elles se trouvent dans cette extension, mais le spread d'Expanded Operations les faisait apparaître, et depuis, l'unboxing réalisé par Erenic a confirmé qu'elles figuraient bien dans Resistance Transport. Il s'agit d'une attaque à 3 dés rouges et à portée 2 à 3. La carte dispose de 2 charges. L'attaque nécessite une acquisition de cible et la dépense d'une charge. Durant l'étape de neutralisation des résultats, les dégâts critiques sont annulés avant les dégâts normaux. Mais après, soulignons, après que cette attaque a touché, le défenseur perd un bouclier.
Nous avons donc ici des torpilles spécialement conçues pour faire sauter les boucliers, avec la contrepartie de ne pas infliger de critiques ou peu ou sans importance. Dans une optique Alpha Strike, cela peut faire sens, mais si votre adversaire n'a pas ou peu de boucliers, cette carte ne vous sera guère utile. Il faudra voir en fonction des coûts, cela pourrait être une alternative pertinente à des torpilles plus classiques et plus onéreuses, comme d'abord et avant tout les torpilles à protons. Mais tant que nous n'en savons pas davantage, bon, on verra bien, mais gardons un œil dessus, ça pourrait faire des dégâts. Les deux autres améliorations génériques inédites de l'extension Resistance Transport ne figurent donc que dans cette extension. Et c'est dommage parce qu'elles sont au moins intrigantes et alléchantes si leur efficacité reste encore à démontrer. La première d'entre elles est un canon. On peut donc supposer que le Resistance Transport au moins disposera d'un slot de canon, à vue de nez l'autre extrémité par rapport au cockpit détachable de la Resistance Transport Pod. Il s'agit de reprendre, en la corrigeant largement, une carte de la V1, nous parlons donc des autoblasters. C'est une attaque à 2 dés rouges dans l'arc avant et à portée 1 à 2. Les modificateurs de portée s'appliquent normalement. Cependant, la carte précise aussitôt que si le défenseur est dans le bullseye de l'attaquant, alors on jette un dé rouge de plus. Ce qui est bien, encore faut-il avoir sa cible dans le bullseye et à vue de nez le Resistance Transport qui n'est pas exactement un champion de la manœuvre et du repositionnement, n'est probablement pas le vaisseau le plus à même d'en profiter. Mais la carte produit un autre effet durant l'étape de neutralisation des résultats si l'attaquant n'est pas dans l'arc avant du défenseur, alors les résultats évasion de ce dernier n'annulent pas les dégâts critiques. Pour le coup, ça me fait l'effet d'une situation inverse par rapport au Plasma Torpedoes. Encore que la question ne se pose probablement pas dans les mêmes termes. Fonction des résultats, bouclier ou pas, le défenseur peut prendre cher. C'est une arme assez attrayante, oui, même avec 2 dés rouges seulement de base. Si vous calez ce canon à portée 1 et dans le bullseye, votre adversaire va vous maudire. Mais du coup, ça se confirme, cette arme n'est pas conçue pour le Resistance Transport, extension ou pas. Si un vaisseau devait en profiter dans la faction de la Résistance, eh bien ça serait le X-Wing T-70. Un pot d'Amron avec pourrait faire des choses très vilaines. Notez, cela n'augmenterait pas à proprement parler sa puissance de feu, bien manœuvré cela ne la diminuerait pas non plus, mais cela lui permettrait de faire plus mal. Bravo pour les héros. Bon, plein de paramètres sont encore à prendre en compte, pas le moindre comme d'hab, le coût, mais c'est là encore une carte à surveiller. Et reste une dernière amélioration plus étrange, qui n'avait pas le moins du monde été présentée avant l'unboxing de Arenix, c'en était peut-être la plus grosse surprise, la modification Angle Deflectors. Celle-ci ne peut être équipée que sur des vaisseaux à socle petit ou moyen, en outre il faut que ce vaisseau ait une valeur de bouclier d'au moins 1. La carte a alors pour effet d'enlever un bouclier au vaisseau qui s'en équipe, mais en contrepartie, elle lui confère l'action blanche de renforcement. Et ça, c'est assez surprenant tout de même. Cette action était jusqu'alors l'apanage des gros socles. À ma connaissance, côté petit socle, seule la canonnière Osituc de l'Alliance Rebelle en bénéficie jusqu'à présent, et même pour ce qui est des socles moyens, je ne vois que le patrouilleur de classe Firespread et Rackeyes et Scélérat pour qui c'est une action rouge. En fait, l'idée de renforcer des petits socles est tellement inédite que je ne sais pas bien qu'en penser, d'autant que le coup ici sera plus que jamais déterminant. Il y a eu des fantasmes du type « Ouh putain, Dark Vador qui renforce », mais ça ne me paraît vraiment pas pertinent. Cette action n'est véritablement intéressante que pour des vaisseaux dotés d'une agilité très basse. Un Vador à 3 dés verts courrait le risque de devoir laisser passer un dégât qu'il aurait autrement annulé avec de la concentration ou de la force, ce qui est absurde. En revanche, sur un vaisseau doté d'une valeur de défense de 1 voire de 2, là ça pourrait pas mal changer la donne, et ça vaudrait notamment en toute logique pour les 2 vaisseaux figurant dans cette extension, et je dirais au premier chef le Resistance Transport au sens strict, qui, non, ne dispose pas nativement de cette action. Rappelons d'ailleurs que l'équipage l'Armada 6 serait ici intéressant. On peut imaginer un coup évolutif, par exemple fonction de la valeur d'agilité, justement. Maintenant, si les coups sont trop sévères pour des vaisseaux dotés d'un seul dé vert, je ne sais pas, du tout, faudra voir, mais n'hésitez pas à me faire part de vos spéculations. L'extension Resistance Transport comprend enfin 6 autres cartes d'amélioration, mais que nous connaissions déjà dans les vagues précédentes, aussi ne vais-je pas m'étendre à leurs propos. Ici, l'article Rebellion Reborn ne nous est d'aucune utilité, qui n'en mentionne pas une seule, mais Expand Your Operations en avait déjà révélé 2, qui ont été confirmés depuis par l'unboxing de Irenic, lequel a révélé les 4 manquantes. 2 de ces améliorations antérieures à la vague 4 sont spécifiques à la résistance, et ce sont 2 astromechs. On peut donc supposer que le Resistance Transport ou la Resistance Transport Pod, ou les deux, auront un slot d'astromech. Le premier R2HA, qui ne me paraît pas spécialement intéressant sur aucun de ces 2 châssis. Il est bien davantage sur des X-Wing T-70, encore que dans une certaine mesure seulement, car ces chasseurs disposent de nombreuses autres options d'astromech, souvent plus intéressantes à vue de nez. R5X3 est davantage pertinent sur les vaisseaux de Resistance Transport, mais bon, sans être foufou non plus. Là encore, des options plus intéressantes ne manquent pas. L'extension comprend ensuite 3 améliorations qui étaient encore rares il y a peu.
voire rare tout court pour ce qui est de la première, car il s'agit de la modification caisse de pièces détachées, laquelle nécessite d'être équipée d'un astromech. Or, on ne la trouvait jusqu'alors que dans l'extension de la vague 3 Gardien de la République en un seul exemplaire. Peut-être les X-Wing T70 apprécieront-ils? Davantage pour le fait de rompre les verrouillages que pour le petit gabarit largué, bon, faut voir. Ensuite, comme à plusieurs reprises depuis la vague 3, qui corrigeait ici des erreurs des vagues 1 et 2, nous trouvons dans Resistance Transport un exemplaire de la chouette modification post-combustion, qui est cependant a priori sans grand intérêt sur un Resistance Transport ou une Resistance Transport Pod. On y trouve aussi un exemplaire du médiocre talent maîtrise de soi. Bon, reste une dernière amélioration qui n'a rien de rare cette fois, mais qui pourra intéresser la Resistance Transport Pod. Le talent As de l'espace rendra blanc son tonneau rouge. Ouais, je suis pas hyper convaincu. Mais je le suis globalement par cette extension, toute chose égale par ailleurs, une dernière fois ne disposons pas des coups. Mais le Resistance Transport est un vaisseau intéressant à défaut d'être très excitant. Il offre des options bienvenues et s'avère plus pertinent que ce qu'un premier regard hâtif sur son cadran de manœuvre saturé de rouge pourrait laisser supposer. Les pilotes sont corrects, voire un peu plus que ça. Je suis beaucoup plus réservé en ce qui concerne la Resistance Transport Pod. Vimoradi me plaît bien, les autres pilotes me laissent encore plutôt sceptique. Cette fois, le rouge me paraît plus problématique, surtout dans la barre d'action, et je m'interroge sur le rôle exact de ce vaisseau dans une liste résistante. C'est qu'il demeure mystérieux, je ne crois pas qu'on puisse en dire davantage tant que nous n'avons ni les coûts ni les emplacements d'amélioration. Mais je tends donc à croire que l'intérêt principal de cette extension pour un joueur résistant réside dans ses améliorations. Au premier chef, en ce qui me concerne, cette flopée d'officiers de soutien-commandement, Leia Organa en tête comme de juste, mais pas seulement, loin de là. Les nouvelles armes que sont les plasma torpedoes et peut-être surtout les autoblasters ont de quoi susciter la curiosité. L'extension comprend aussi des trucs bizarres dont on ne peut pas forcément dire grand-chose pour l'heure, avec GA97 et les Angle Deflectors. Enfin, la perspective d'aligner des droïdes pour jouer à plein de C3PO m'excite pas mal dans une perspective peut-être plus fluff ou casual ou que sais-je. Une extension intéressante, oui. À titre personnel, elle ne me parle pas autant que le Yena Class Droid Bomber pour une pure question d'affinité personnelle, ou même que le très rigolo Naboo Royal N1 Starfighter, mais dans un registre moins flashouille, c'est un ajout très bienvenu à X-Wing et qui pourrait bien rendre la faction de la Résistance non seulement plus efficace, en dehors des seuls X-Wing T70 et A-Wing RZ2, mais aussi bien plus fun. Et ça, c'est bien, c'est toujours bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Eh bien écoutez, si vous voulez m'aider, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, un petit abonnement éventuellement, ou un partage, ou un truc comme ça. Et surtout, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, qu'il s'agisse de critiques, de suggestions, de remarques, d'approbation, de désapprobation virulente. Tout cela m'intéresse. Et à une prochaine fois.